Dans la chambre des machines, je pus reconnaître, en plus de la pompe à eau et de la génératrice de lumière déjà mentionnée, A. Un groupe de génératrices de courant liées à la turbine qui se trouve dans les basses terres, B. Un groupe fixe de récepteurs, enregistreurs et projecteurs avec un réseau d'appareils disposés de manière à couvrir toute l'île, et C. 3 appareils portatifs, récepteurs, enregistreurs et projecteurs pour des expositions isolées. Dans ce que je supposais être le moteur le plus important, et qui n'était qu'une boîte à outils, je découvris quelques plans incomplets qui me donnèrent beaucoup de travail et ne m'aidèrent que fort peu. L'état de clairvoyance, dans lequel j'ai résolu l'énigme des moteurs, ne s'est pas produit tout de suite. Les états antérieurs par lesquels je suis passé ont été numéro 1, le désespoir, et numéro 2, un dédoublement en acteur et spectateur. Je me sentais dans un asphyxiant sous-marin au fond de la mer, sur une scène pénétrée de sérénité pour mon attitude sublime, confus comme un héros. C'est ainsi que j'ai perdu du temps, et lorsque je suis sorti, il faisait déjà nuit, et je ne voyais plus assez clair pour chercher des racines comestibles. J'ai fait d'abord fonctionner les récepteurs et les projecteurs pour des expositions isolées. J'ai placé des fleurs, des feuilles, des mouches, des grenouilles. J'ai eu l'émotion de les voir apparaître reproduites et réelles. Puis, j'ai commis l'imprudence. J'ai placé ma main gauche devant le récepteur, j'ai ouvert le projecteur et ma main est apparue, rien que la main, en train de faire les mouvements paresseux que j'avais effectués au moment où je l'enregistrais. Elle est comme un objet de plus, presque un animal dans le musée. Je laisse marcher le projecteur. Je ne veux pas que la main disparaisse. Sa vue, plutôt curieuse, n'est pas désagréable. Cette main, dans un conte, serait une terrible menace pour le héros. Dans la réalité, quel mal peut-elle faire ? Les émetteurs, végétaux, feuilles et fleurs sont morts au bout de 5 à 6 heures. Les grenouilles au bout de 15. Les copies survivent, incorruptibles. Je ne distingue plus entre les mouches véritables et les artificielles. Les fleurs et les feuilles ont peut-être manqué d'eau. Je n'ai pas donné de nourriture aux grenouilles. Elles ont dû souffrir, elles aussi, du changement d'ambiance. Quant aux effets sur la main, je soupçonne qu'ils sont dus davantage aux craintes qu'a fait naître en moi la machine plutôt qu'à la machine même. J'éprouve une sourde et constante irritation. La peau est en partie tombée. Hier soir, j'étais inquiet. Je pressentais d'horribles transformations dans ma main. Je rêvais que je la grattais, que je la défaisais facilement. J'ai pu me l'abîmer alors. Un jour de plus sera intolérable. D'abord, ma curiosité fut éveillée par un paragraphe du discours de Morel. Puis je crus faire une découverte qui m'amusa beaucoup. Je ne sais comment cette découverte s'est changée en une autre, certaine, sinistre. Je ne me tuerai pas tout de suite. Je suis habitué à voir mes théories les mieux raisonnées se défaire le lendemain, demeurer comme la preuve d'une combinaison effrayante d'ineptie et d'enthousiasme ou de désespoir. Peut-être mon idée, une fois couchée par écrit, m'obsédera-t-elle moins. Voici la phrase qui m'a effrayé. Il faudra que vous me pardonniez cette scène, d'abord ennuyeuse, puis terrible. Pourquoi terrible ? Qu'ils avaient été photographiés selon un procédé nouveau sans en avoir été avertis. Il est vrai que savoir a posteriori que 8 jours de notre vie avec tous leurs détails ont été enregistrés à jamais ne doit pas être agréable.
Je pensais aussi, à un certain moment, une de ces personnes doit avoir un horrible secret. Morel doit s'efforcer de le connaître ou de le révéler. Par hasard, je me rappelais que l'horreur que certains peuples éprouvent à être représentés en images repose sur la croyance selon laquelle, lorsque l'image d'une personne se forme, son âme passe dans l'image et la personne meurt. Je m'amusais de découvrir des scrupules chez Morel pour avoir photographié ses amis sans leur consentement. En effet, je crus reconnaître dans l'esprit d'un homme de science contemporain la survivance de cette antique frayeur. Je lus de nouveau la phrase. « Il faudra que vous me pardonniez cette scène, d'abord ennuyeuse, puis terrible. Nous l'oublierons. » Que voulait dire « nous l'oublierons » ? Que bientôt il n'attacherait plus d'importance à la scène, ou bien qu'il ne pourrait plus s'en souvenir ? La discussion avec Stover avait été terrible. Stover avait conçu le même soupçon que moi. Comment ai-je pu tant tarder à le comprendre ? En outre, l'hypothèse que les images possèdent une âme paraît exiger comme base que les émetteurs la perdent lorsqu'ils sont captés par les appareils. Morel lui-même le déclare. L'hypothèse que les images aient une âme paraît confirmée par les effets de ma machine sur les personnes, les animaux et les végétaux émetteurs. À la vérité, il faut avoir une conscience singulièrement supérieure et audacieuse qui se confond avec l'inconscience pour faire cette déclaration à ses propres victimes. Mais c'est là une monstruosité qui semble assez en harmonie avec un homme qui, poursuivant son idée, organise une mise à mort collective et décide de sa propre autorité d'en rendre tous ses amis solidaires. Mais quelle était cette idée ? Profiter de la réunion presque complète de ses amis pour créer une espèce de paradis terrestre ? Ou bien s'agit-il d'une inconnue que je ne soupçonne pas ? S'il s'agit d'une inconnue, il est possible qu'elle ne présente aucun intérêt pour moi. Je crois pouvoir identifier maintenant les membres de l'équipage trouvés morts sur le bateau bombardé par le croiseur Namura. Morel a utilisé sa propre mort et celle de ses amis pour confirmer les rumeurs touchant la maladie mortelle qui frapperait tout ce qui vit dans cette île. Rumeurs précédemment propagées par Morel pour protéger sa machine, son immortalité. Mais tout cela, si je raisonne juste, signifie que Faustine est morte, qu'il n'y a plus d'autre Faustine que cette image, pour laquelle je n'existe pas. S'il en est ainsi, la vie n'est plus tolérable pour moi. Comment pourrais-je continuer de subir la torture de vivre avec Faustine et de la savoir si loin ? Où la chercher ? Hors de cette île, Faustine s'est perdue avec les attitudes et les songes d'un passé qui m'est étranger. J'ai noté, au début de ce journal, je sens avec des plaisirs que ce journal se transforme en testament. S'il doit en être ainsi, il me faut faire en sorte que mes affirmations puissent être contrôlées. De cette façon, personne, pour m'avoir jugé ici suspect de fausseté, n'aura lieu de croire que je mens quand je dis que l'on m'a condamné injustement. Je placerai ce rapport sous la devise de Léonard, ostinato rigore, et m'efforcerai de la suivre. Note des éditeurs. Cette devise de Léonard est absente du début de l'enregistrement. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un oubli. Mais comme pour tous les autres passages douteux, nous avons préféré rester fidèles au montage original, au risque d'encourir des critiques. Je me suis voué maintenant aux larmes et au suicide. Cependant, je n'oublie pas cette rigueur que j'ai fait serment d'observer. Dans les pages qui suivent, je veux corriger des erreurs et élucider tout ce qui n'a pas été d'une clarté suffisante. Je réduirai ainsi l'écart qui peut exister entre l'idéal d'exactitude qui m'a guidé dès le début et mon récit.
Les marais. J'ai lu le petit livre de Bélidor, du nom Bernard Forest II. Il commence par une description générale des marais. J'avoue que celle de cette île préfère se conformer à son explication, plutôt qu'à la mienne. Il faut tenir compte du fait que je n'avais jamais étudié les marais, sauf peut-être au collège où personne n'étudiait, et que je les ai décrites dans les premiers chapitres de ce journal, alors qu'elles commençaient seulement à prendre de l'importance à mes yeux. Auparavant, tant que j'ai vécu sur la colline, elles ne représentaient pas un danger, et même si elles m'intéressaient, je n'avais pas le temps de les observer à mon aise. Presque tout le reste était un danger. Chaque mois, selon Bélidor, il y a 2 marées d'amplitude maximum, les jours de pleine lune et de nouvelle lune, et 2 marées d'amplitude minimum, les jours du premier et du dernier quartier. Quelquefois, au 7e jour d'une marée de pleine lune ou de nouvelle lune, il est possible qu'il y ait eu une marée météorologique, provoquée par les grands vents et par les pluies. D'où l'erreur que j'ai faite de croire que les grandes marées ont lieu une fois par semaine. Explication du manque de ponctualité des marées quotidiennes. D'après Bélidor, les marées arrivent chaque jour avec 50 minutes de retard pendant la phase ascendante de la Lune et avec 50 minutes d'avance pendant la phase de déclin. Cela n'est pas tout à fait exact dans l'île. Je crois que l'avance ou le retard doit être d'1 quart d'heure ou 20 minutes par jour. Je note ces modestes observations faites sans appareil de mesure. Peut-être les savants y ajouteront-ils ce qui manque et pourront-ils en tirer quelques conclusions utiles à une meilleure connaissance du monde que nous habitons. Ce mois-ci, il y a eu plusieurs grandes marées. 2 furent lunaires, les autres météorologiques. Concernant les apparitions et disparitions, la première est les suivantes. Les machines projettent les images. Les machines fonctionnent grâce à la puissance des marées. Après des périodes plus ou moins longues avec des marées de peu d'amplitude, il y eut une succession de marées qui atteignirent le moulin, qui se trouve dans les basses terres. Les machines se mirent à fonctionner, et le disque éternel se remit en marche à partir du moment de la semaine où il s'était arrêté. Si le discours de Morel eut lieu dans la dernière nuit de la semaine, la première apparition aura eu lieu la nuit du 3e jour. L'absence d'image, durant la longue période antérieure à la première apparition, est peut-être due au fait que le régime des marées varie avec les périodes solaires. Concernant les 2 soleils et les 2 lunes. Comme la semaine éternelle se répète tout au long de l'année, on voit ces soleils et ces lunes qui ne coïncident pas. Et aussi les habitants qui ont froid par des journées torrides et qui se baignent dans des eaux sales et qui dansent au milieu des bruyères ou dans la tempête. Si l'île était submergée, à l'exception des endroits où sont les machines et les projecteurs, on continuerait de voir les images, le musée et l'île elle-même. J'ignore si la chaleur excessive de ces derniers temps est due à la somme de la température actuelle et de la température qu'il faisait lorsque la scène fut prise. Note des éditeurs. L'hypothèse des températures additionnées ne nous semble pas nécessairement fausse. Par exemple, un petit réchaud est insupportable par une journée d'été. Mais nous pensons que la véritable explication est différente. Le récit se déroule au printemps, mais la semaine éternelle fut gravée en été. En fonctionnant, les machines reflètent donc la température de l'été. Concernant les arbres et les autres végétaux. Ceux que la machine a enregistrés sont desséchés. Les autres, les plantes annuelles, fleurs, herbes et les arbres nouveaux, sont vigoureux. L'interrogateur électrique, les targets bloqués et les rideaux inamovibles. On peut appliquer aux targets et aux commutateurs ce que j'ai dit beaucoup plus haut des portes. S'ils étaient fermés lorsque la scène fut prise, ils doivent le rester lorsqu'elle est projetée. Pour la même raison, les rideaux sont inamovibles. La personne qui éteint la lumière. La personne qui éteint la lumière de la pièce opposée à celle de Faustine est Morel. Il entre et se tient un moment devant le lit. Le lecteur se rappellera que dans mon rêve, c'est Faustine qui fait tout cela. Il m'ennuie d'avoir confondu Morel et Faustine.
concernant Charlie et les fantômes imparfaits. Tout d'abord, je ne les ai pas trouvés. Maintenant, je pense avoir mis la main sur leurs disques. Je ne les passerai pas. Ils peuvent être déprimants et ne pas convenir à ma situation future. Les Espagnols que j'ai vus à l'office, ce sont les employés de Morel. Les chambres souterraines et le paravent à miroir. J'ai entendu Morel dire qu'ils servent à des expériences d'optique et de son. Les vers français déclamés par Stuver, je les ai notés. « Âme, te souvient-il, au fond du paradis, de la gare d'Auteuil et des trains de jadis ?» Stuver dit à la vieille qu'ils sont de Verlaine. Je ne crois pas qu'il reste dans mon journal d'autres points inexpliqués. Les éléments sont là qui doivent permettre de comprendre presque tout. Les chapitres qui manquent ne surprendront point. Note des éditeurs. Il manque ici le plus incroyable. La coïncidence, dans un même espace, d'un objet et de son image totale. Ce fait suggère la possibilité que le monde soit exclusivement composé de sensations. Je cherche à m'expliquer la conduite de Morel. Faustine évitait sa compagnie. Lui, alors, trama la semaine éternelle, la mort de tous ses amis, pour atteindre à l'immortalité avec Faustine. Ainsi, compenserait-il son renoncement aux possibilités qu'offre la vie. Il estima que, pour les autres, la mort ne serait pas un grand préjudice. En échange d'un laps de temps incertain, il leur donnait l'immortalité au milieu de leurs amis préférés. Il disposa également de la vie de Faustine. Mais l'indignation même que j'éprouve me met sur mes gardes. Peut-être attribuais-je à Morel un enfer qui m'est personnel. C'est moi qui suis amoureux de Faustine, moi qui suis capable de tuer et de me tuer. C'est moi le monstre. Peut-être Morel n'a-t-il jamais fait allusion à Faustine dans son discours. Peut-être était-il amoureux d'Irène, de Dora ou de la vieille. Non, mon exaltation me fait dire des sottises. Morel ignore ces espèces de coquettes. Il aimait l'inaccessible Faustine. C'est pourquoi il l'a tuée, pourquoi il s'est tué avec tous ses amis et a inventé l'immortalité. La beauté de Faustine mérite ses folies, ses hommages, ses crimes. Je l'ai nié par jalousie ou par une réaction de défense pour ne pas admettre la passion. Je vois maintenant l'acte de Morel comme un juste dithyrambe. Mon existence n'a rien d'atroce. Si je ne me laisse pas troubler par l'espoir irréalisable de partir à la recherche de Faustine, je puis m'accommoder du destin, tout séraphique, de la contempler. Une voie s'ouvre à moi, être le plus heureux des mortels. Mais la condition de mon bonheur, comme tout ce qui est humain, est précaire. La contemplation de Faustine pourrait, mais je ne peux pas tolérer cela, pas même en penser, être interrompue. Par un dérangement des machines que je ne sais pas réparer, par quelques doutes qui naîtraient dans mon esprit et me ruineraient ce paradis. Je dois reconnaître qu'il y a, entre Morel et Faustine, des conversations et des attitudes capables d'induire en erreur des personnes d'un caractère moins ferme que le mien. Ou alors, par ma propre mort. Le véritable avantage de ma solution, c'est qu'elle fait de la mort la condition nécessaire et la garantie de la contemplation éternelle de Faustine. Me voici sauvé des jours interminables que j'aurais dû vivre en attendant la mort dans un monde sans Faustine. Me voici sauvé d'une interminable mort sans Faustine.
Lorsque je me suis senti prêt, j'ai ouvert les récepteurs d'activité simultanée. 7 journées ont été enregistrées. J'ai bien joué. Un spectateur peu averti peut croire que je ne suis pas un instruit. C'est là le résultat naturel d'une laborieuse préparation. 15 jours d'études et de répétitions ininterrompues. Infatigablement, j'ai répété chacun de mes actes. J'ai étudié ce que dit Faustine, ses questions, ses réponses. Plusieurs fois, j'intercale habilement quelques phrases dans les siennes. On dirait que Faustine me répond. Je ne reste pas toujours derrière elle, je connais ses mouvements, et parfois la précède. J'espère que, dans l'ensemble, nous donnons l'impression d'être des amis inséparables, de nous entendre sans avoir besoin de nous parler. Longtemps, j'ai été troublé par l'espoir de supprimer l'image de Morel. Je sais qu'une telle espérance est vaine, cependant, en écrivant ces lignes, j'éprouve le même ardent désir, le même trouble. J'étais vexé par la dépendance des images, en particulier de Morel avec Faustine. Maintenant, plus. Je suis entré dans cet univers. On ne peut plus supprimer l'image de Faustine sans que la mienne disparaisse. Je me réjouis également de dépendre, et cela est plus étrange, moins justifiable, de Haynes, Dora, Stuver, Irène, etc. et de Morel lui-même. J'ai changé les disques, les machines projetteront la nouvelle semaine, éternellement. Dans les premiers jours, la conscience importune d'être en train de jouer un rôle m'a ôté mon naturel. Je l'ai vaincu, et si l'image garde, comme je le crois, les pensées et les états d'âme des journées où elle a été enregistrée, la joie de contempler Faustine sera l'élément où je vivrai pour l'éternité. Grâce à mon infatigable vigilance, j'ai maintenant mon esprit libre de toute inquiétude. Je suis parvenu à m'interdire d'approfondir les actes de Faustine, à oublier les haines. Ma récompense sera une paisible éternité. Bien mieux, j'ai réussi à sentir la durée de la semaine. La nuit où Faustine, Dora et Alec entrent dans la chambre, j'ai maîtrisé victorieusement mes nerfs. Je n'ai essayé aucune vérification. Je suis un peu ennuyé maintenant d'avoir laissé ce point dans l'ombre. Dans l'éternité, je ne lui accorde pas d'importance. Je n'ai presque pas senti le processus de ma mort. Elle a commencé dans les tissus de la main gauche, maintenant elle a beaucoup gagné. La progression de la brûlure est si lente et si continue que je ne la remarque pas. Je perds la vue. Le toucher m'est devenu impraticable. Ma peau tombe. Les sensations sont ambiguës, douloureuses. Je m'efforce de les éviter. Devant le paravent à miroir, j'ai constaté que je suis glabre, chauve, sans ongles, légèrement rosé. Mes forces diminuent. Quant à la douleur, j'éprouve une impression absurde. Il me semble qu'elle augmente, mais que je la sens moins. La persistante, l'infime anxiété que me causent les relations de Morel avec Faustine me préserve de prêter attention à ma propre destruction. C'est là un effet inespéré et bienfaisant. Par malheur, toutes mes préoccupations ne sont pas aussi profitables. Il y a, et cela dans ma seule imagination afin de m'inquiéter, l'espoir que toute ma maladie ne soit qu'une puissante autosuggestion, que les machines ne fassent pas de mal, que Faustine vive et que bientôt je vais partir à sa recherche. Qu'ensemble, nous rirons de ces fausses veilles de la mort, que nous arriverons au Venezuela, à un autre Venezuela. Car tu es pour moi, ô patrie,
les messieurs du gouvernement, les miliciens en uniforme de location et dont la mise en joue est mortelle, la persécution générale sur l'autostrade de la Guaria, dans les tunnels, dans la papeterie de Maracay. Cependant, je t'aime, et tandis que je me dissous, je t'envoie plusieurs fois mon salut. Tu es aussi les beaux jours du boiteux illustré. Un groupe d'hommes et moi un gosse ébahi et respectueux, interpellé par Orduno, entre 8 et 9 heures du matin, rendu meilleur par les vers d'Orduno. Du Panthéon au café de la Roche Tarpéienne, dans le 10, tramway ouvert et branlant, une fervente école littéraire. Tu es le pin cassave, grand comme un bouclier et exempt d'insectes. Tu es l'inondation dans les plaines, avec les taureaux, les juments et les tigres entraînés par le cours rapide des eaux. Et toi, Elisa, parmi les blanchisseurs chinois, à chaque souvenir ressemblant davantage à Faustine. Tu leur avais dit de m'emmener en Colombie, et nous avons traversé le désert, là où il est le plus sauvage. Les Chinois m'ont couvert avec les feuilles ardentes et velues du frailejon pour que je ne meure pas de froid. Tant que je contemplerai Faustine, je ne t'oublierai pas. Et moi qui croyais ne pas t'aimer, et la déclaration de l'indépendance que nous lisait tous les 5 juillet dans l'hémicycle du Capitole l'impérieux Valentine Gomez, pendant que nous, Orduno et les disciples, pour lui témoigner notre mépris, nous honorions l'art sous les espèces du tableau de Tito Salas, nommé « Le général Bolivar traverse la frontière de la Colombie ». Cependant, j'avoue que lorsque la fanfare attaquait ensuite, gloire au peuple courageux qui secoua le joug, respectant la loi, la vertu et l'honneur, nous ne pouvions réprimer notre émotion patriotique. Cette émotion que je ne réprime pas non plus maintenant. Mais la discipline de fer que je me suis imposée ne se lasse pas de mettre en déroute ces idées qui risquent de compromettre la paix intime. Je vois encore mon image en compagnie de Faustine. J'oublie qu'elle est une intruse. Un spectateur non prévenu pourrait croire qu'elles sont également amoureuses et dépendantes l'une de l'autre. Ou bien, n'est-ce qu'une illusion due à la faiblesse de mes yeux ? De toute façon, il est consolant de mourir en assistant à un résultat aussi satisfaisant. Mon âme n'est pas encore passée dans l'image. Si cela se faisait, c'est que je serais mort et que j'aurais cessé de voir peut-être Faustine pour demeurer avec elle dans une apparition que personne ne recueillera. À celui qui, se fondant sur ce rapport, inventera une machine capable de rassembler les présences désagrégées, j'adresserai une prière. Qu'il nous cherche, Faustine et moi. Qu'il me fasse entrer dans le ciel de la conscience de Faustine. Ce sera là une action charitable.